Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau webinaire, donc un webinaire de présentation du web service pour la gestion des certificats. Comme d'habitude, vous recevrez le replay par mail dès la fin de la session. On mettra également en ligne le support de présentation. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. On a plusieurs intervenants aujourd'hui pour la présentation et répondre à vos questions. Et je leur passe la main dès maintenant. Bon webinaire à tous. Merci Elodie. Bonjour à tous. Je me présente. Après, du coup, je laisserai les intervenants se présenter au fur et à mesure quand ils interviennent. Yajour Weber, je suis en charge de l'offre identification électronique des acteurs au sein de l'ANS. Dans le cadre de webinaire aujourd'hui, on va vous présenter en fait un service qui vous aidera à commander, gérer et renouveler les certificats de façon un peu plus, on va dire, industrielle. C'est un outil, peut-être certains d'entre vous connaissent, parce que voilà, on a la chance d'avoir un éditeur qui participe à ce webinaire aujourd'hui pour voilà, justement vous faire un témoignage de cet outil qu'il utilise. Et puis, si vous ne le connaissez pas encore, ben voilà, c'est vraiment l'occasion de le découvrir et à identifier si l'outil pourrait vous apporter une valeur ajoutée. Est-ce que ça correspond à votre pratique? Par la suite, si du coup, ça peut vous intéresser, n'hésitez pas à contacter l'équipe pour qu'on vous aide à mettre en place. Alors, sans tarder, on va rentrer dans le vif du sujet. Est-ce que j'ai la main? Oui, pourrait... je peux avancer. Alors, comment ça va se passer aujourd'hui? Je vous fais une présentation générale de cette offre de service. Et ensuite, tout de suite, je vais faire parler notre éditeur donc, qui utilise cet outil. C'est beaucoup plus parlant d'un point de vue de l'utilisateur. Et ensuite, on va vous parler un petit peu de prérequis, en fait, pour pouvoir accéder à ce web service, à ce service. Et à la fin, on fait une démonstration de l'outil, donc un peu plus technique, pour ceux qui s'intéressent vraiment à utiliser. Alors, qu'est-ce que c'est comme service? Donc, c'est un outil via un canal web service qui permet à l'ensemble d'acteurs, que ce soit éditeur ou établissement, enfin une personne qui est plutôt identifié en tant qu'administrateur technique pour gérer les certificats d'une structure, d'interagir indirectement avec une plateforme, donc c'est la plateforme IGC Santé, via une application utilisatrice ou un serveur. Alors, c'est une automatisation de certaines tâches pour répondre à un besoin de traitement des certificats en masse. Donc, cet outil permet de faire la demande de création de certificats. Ça permet aussi de faire le retrait, la révocation, le renouvellement des certificats que vous gérez, mais aussi, ça permet de suivre un petit peu l'activité de tout ça. Alors, du coup, quelle est la valeur ajoutée de cet outil? Ben, au lieu de aller retirer les certificats sur la plateforme, donc via l'IHM, via le web, donc de manière manuelle, vous pouvez mettre en place donc, certains automatismes pour traiter en fait la demande, la création, le renouvellement de tous ces certificats de façon industrialisée. Donc, c'est une simplification des tâches quand même pour les éditeurs, surtout, je vois surtout les éditeurs, qui a beaucoup de certificats à gérer parce que voilà, vous avez beaucoup de clients. Donc, pour vous, c'est peut-être beaucoup plus simple d'investir un petit peu dans un outil qui vous aidera à l'avenir dans le traitement quotidien de ces certificats de vos clients. Et ça permet aussi de suivre un petit peu le cycle de vie de ces certificats pour vos clients. Alors voilà, c'est ça la vraie valeur ajoutée de cet outil par rapport à
la plateforme IGC Santé que vous connaissez déjà, que vous utilisez de façon manuelle pour retirer un certificat de façon individuelle. Alors, sans trop tarder, je vais laisser la parole à Nicolas Simine de l'entreprise Equasens. Merci d'être avec nous, Nicolas, aujourd'hui. Je te laisse la parole pour nous faire un retour de votre expérience. Eh ben, bonjour à tous. Donc, oui, donc, je suis Nicolas Simide, je suis expert technique chez Equasens. Alors, nous, on utilise les web services pour les certificats dans le contexte du LGO pharmacie qu'on développe chez Equasens. Et plus précisément, ces derniers mois, là, dans le contexte du Ségur de la santé, puisque en pharmacie, on doit télécharger, les pharmaciens doivent avoir sur leur environnement des certificats org pour se connecter à l'INSI et au DMP. Donc en fait, nous, on a utilisé ce système-là. Alors, on a fait un choix qui est peut-être un peu particulier, que d'autres éditeurs n'ont pas fait, qui est que le pharmacien soit son propre administrateur technique, le pharmacien ou quelqu'un de son équipe dans la pharmacie. Et donc, on utilise une carte qui est directement, une carte CPS qui est directement dans la pharmacie pour télécharger les certificats. Donc, c'est peut-être un choix un peu particulier, parce qu'il y a aussi la possibilité d'utiliser une CPA chez l'éditeur pour gérer tous les certificats chez l'éditeur. Mais nous, on préférait que le pharmacien ait ses certificats en local dans sa pharmacie et pas avoir une nouvelle couche intermédiaire de gestion des certificats. Donc voilà, donc du coup, on a fait le choix de développer un service qui est dans la pharmacie et qui s'occupe de la gestion des certificats org pour le Ségur. Donc, on utilise dans ce cadre-là les web services dont on parlait tout à l'heure. Donc, nous, on utilise notamment les web services de demande de certificats, de retrait de certificats et de renouvellement de certificats. Donc, on a tout automatisé pour le pharmacien. Lui, il a entre guillemets pas grand-chose à faire à part saisir son adresse email. Et son code de CPS, bien sûr. Et en fait, on automatise tout pour lui. Donc, les demandes de certificats, quelques instants après, le retrait des certificats. Et tous les jours, on contrôle en fait que ces certificats sont valides. Alors, ce sera dans 3 ans, parce que les certificats sont valables 3 ans. Mais dans 3 ans, on fera automatiquement, on lui proposera automatiquement de faire le renouvellement de ces certificats. Et donc, c'est vrai que les web services sont vraiment une plus-value sur ce point-là. C'est vraiment c'est un gros plus de pouvoir avoir ces web services et de ne pas faire des traitements manuels sur la plateforme. Et donc, qu'est-ce que je voulais ajouter? Oui, au niveau, la petite complexité pour s'il y a des techniciens autour de nous et qui n'ont pas encore utilisé la petite complexité, nous, on est en Java, c'est de faire les appels SOAP qui doivent être signés par la carte CPS. Donc, pour ceux qui font déjà des signatures du côté d'ADRI, d'INSI, ça ressemble un petit peu, mais c'est pas tout à fait identique. Donc, la complexité technique est en partie à cet endroit-là. Et le fait de devoir faire des appels sur un canal sécurisé aussi par la CPS. Mais bon, ça c'est pareil, les éditeurs doivent avoir un petit peu l'habitude. Donc voilà, nous en tout cas, c'est un projet qui s'est bien passé et vous avez la chance, quand il y a un problème ou une question, il y a la documentation qui est très complète. Et l'équipe ANS, nous, à chaque fois qu'on a eu la moindre question, le moindre petit souci, on a fait un mail à l'équipe ANS et qui a toujours des réponses très rapides. Voilà. Et du coup, je vais peut-être laisser la parole. Je crois que c'est Lassad après qui va rentrer dans la technique un peu plus précisément. Ouais, merci beaucoup, Nicolas. Alors, avant de passer la parole à Lassad pour la partie technique, alors, si vous êtes intéressé maintenant, on rentre du coup dans un processus de l'utilisation de web services. Bien sûr, pas aujourd'hui, vous avez le temps de réfléchir si l'offre, ça peut adapter à vos pratiques. Je laisserai d'abord parole à Flora, donc vous connaissez déjà, beaucoup d'entre vous connaissez déjà, elle vous accompagne dans les commandes de certificats pour parler un petit peu du prérequis. Et ensuite, on vous fera la démonstration. Oui, merci Yajong, donc bonjour à tous. En effet, il y a certains prérequis pour accéder au web service juste avant le web service en lui-même. Donc tout d'abord, il vous faudra avoir contractualisé avec l'ANS. Ça, je pense que vous l'avez déjà, certains déjà fait, c'est dans le même cadre que la commande de certificat si vous êtes administrateur technique.
Donc, dans un deuxième cas, c'est la même, dans la suite logique des certificats, il faudrait être administrateur technique et détenir une carte de type CPX. En tant qu'éditeur, ce serait une carte CPA que vous pourrez aussi commander via le formulaire 101 pour commander une carte de type CPA. Et ensuite, il faut avoir déjà un premier certificat d'authentification. Alors, je vois que mon erreur n'a pas été corrigée, mais en fait, c'est le certificat hôte ou le certificat Serve SSL. Voilà, donc on peut... vous devez avoir l'un ou l'autre de ces certificats pour pouvoir ensuite avoir accès au web service. Voilà, j'ai mis un petit point d'attention. Je pense que Nicolas en a déjà parlé quand il parlait du développement web. Il faut vraiment avoir des connaissances techniques. C'est plus technique qu'un retrait via l'IHM. C'est vraiment un retrait avec des connaissances techniques poussées de développement web. Je vais laisser donc la SAD et Soutia vous faire une vraie démonstration de comment retirer et comment commander un certificat. Très bien, merci Flora. Bonjour, je suis de la SAD Azami, je suis responsable de projet à l'Agence de numérique en santé. Je m'occupe du périmètre donc de délivrance, de gestion des produits de certification. Je connais certaines personnes qui sont aujourd'hui présentes. Bon, pas toutes, mais je suis en principe l'interlocuteur donc au niveau de l'agence pour toute la partie branchement, problématiques techniques avec mes collègues qui sont donc Alexandra Salzman ou Philippe ou Soutia et Claire. Donc on est une petite équipe donc qui gère donc toute cette partie-là. Avant justement de passer à la partie présentation du web service, je voulais simplement rappeler quelques prérequis pour ceux qui n'ont pas encore eu la chance ou l'occasion de consommer nos web services, de rappeler un petit à quoi justement correspond tout ça. Donc, nous avons une plateforme en effet qui permet de délivrer, de fabriquer, de produire des certificats donc de l'IGC Santé. Ce sont donc des produits donc propres au domaine et au monde de la santé. Pour pouvoir justement donc se procurer ces certificats-là, il y a des prérequis. Le premier prérequis au niveau donc des éditeurs ou des établissements ou autres regroupements donc industriels, c'est d'avoir donc tout d'abord identifié un administrateur donc technique. Cet administrateur technique donc aura la possibilité donc d'avoir des habilitations donc identifiées sur sa carte. Ces habilitations-là donc lui permettront de se connecter à la plateforme, de faire donc une première commande, parce que en effet, pour utiliser le web service, il va falloir déjà avoir un certificat. Et pour avoir ce certificat pour utiliser le web service, il faut quand même passer donc par la plateforme, par l'IHM. Donc ça, c'est le premier prérequis. Ensuite, pour continuer sur l'explication de ce que fait notre plateforme, en fait, elle propose trois modules différents. Un module donc qui est utilisé via l'IHM, donc avec une connexion avec une carte de la famille CPX. Un module qui est celui donc du web service, donc utilisé via donc un canal donc technique avec bien sûr c'est sans IHM, utilisation de la carte toujours dans le lecteur, présentation d'une demande, donc une demande de commande de certificat ou de renouvellement, résiliation. On va rentrer après dans le détail de comment faire ce type d'appel. Et bien sûr, toute la chaîne donc, technique à mettre en place. En effet, comme le disait monsieur
CIMID, c'est il faut avoir donc un minimum de connaissances techniques pour mettre en place ce type donc d'appel. Et nous avons un troisième module qui est celui donc du canal mail. On a aussi la possibilité de faire des demandes de certificats via un canal mail avec bien sûr la mise en place d'un développement spécifique pour pouvoir consommer ce module-là. Voilà. Pour revenir donc au web service, le web service, donc, il a cette particularité, c'est de faire donc des demandes en masse. Aujourd'hui, nous préconisons quand même 10 commandes dans un fichier donc de demande pour permettre justement à la plateforme de traiter et de gérer correctement donc ces demandes-là qui arrivent en masse. Nous savons que dans les semaines qui viennent, nous allons avoir quand même pas mal de sollicitations sur ce web service, sur cet IHM, parce que nous avons donc avec le couloir officine, donc au niveau du Ségur, de nouvelles demandes, de nouveaux arrivants qui vont venir consommer, et nous espérons en effet être à la hauteur donc de toutes ces attentes-là. Voilà, en gros, si vous avez des questions, n'hésitez pas donc à les poser dans le chat et nous répondrons donc au fil de l'eau. À présent, je laisse donc la parole à Soutia qui va donc nous faire une démonstration donc technique parce que là donc on place toute la partie installation, module, etc. Pour faire cette démonstration. Très bien, merci. Voilà. Je me présente, Youn Soutia, donc je suis renfort AMOA sur le périmètre production des cartes et des certificats logiciels. Donc je travaille avec l'ASAD sur cette activité. Donc je partage mon écran un instant, que je trouve le bouton. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui. Merci. Alors, attendez, j'ai un peu de latence. Je pense que je vais désactiver ma caméra pour vous présenter mon écran. Ça sera mieux. Voilà, merci. Du coup, alors, la démo, effectivement, elle sera au niveau technique, mais c'est plus vous donner les éléments pour pouvoir produire le flux XML qui est attendu par le web service et qui va être traité par la plateforme de délivrance des certificats. Donc, vous avez effectivement récupéré la doc en ligne qui vous permet de constituer ce flux de demande que je vous présente ici à l'écran à gauche. Est-ce que c'est suffisamment visible ou vous voulez que j'agrandisse un peu? Bon, ouais, je pense que tu peux agrandir un petit peu. Voilà, très bien, merci. Alors, donc, c'est un flux XML. Donc, c'est, comment dire, la technologie qui est employée, en fait, c'est du XML SOAP, qui est basé sur le standard XML DSIG pour la signature et la sécurisation des échanges de flux. Pour faire une demande de certificat, on demande à ce que le message soit constitué par la balise requête demande certificat, tout simplement. Et comme l'a dit l'ASAD, vous pouvez en fait, en fonction du besoin, rajouter des demandes de certificat par ce biais-là, et vous pouvez aller jusqu'à voilà, une dizaine. On recommande effectivement une dizaine pour que la plateforme vous réponde dans un délai raisonnable. Voilà. Okay. Donc, je vais
la modification. Le message qui doit être signé par le certificat de signature embarqué dans la carte CPS, c'est un message de ce format-là. Vous voyez ? Tout simplement. Et à chaque demande, pour chaque demande d'un certificat, il faudra que vous renouveliez cette partie de CSR qui est en fait Certificate Sign Request. Qui vous est propre. Une partie, la partie publique en fait du certificat qui va ensuite être consommée par le web service et constituer le certificat final. Et donc, un instant. Je vais créer donc un CSR pour modifier ma demande. Voilà. Alors, hop, ici. Je vais venir ici, voilà. Donc là, j'ai généré un nouveau CSR et j'ai besoin de ces données, qui est la partie publique de mon certificat, et donc je vais le remplacer ici. Là. Il est important, oui, j'ai oublié de le préciser, de bien récupérer également en fait le message Begin Certificate Request et de la rajouter dans la balise CSR. Ça. Voilà. Bon. Très bien. Voici mon message constitué. En fait, c'est celui-là que je dois signer avec le certificat de la carte CPS. Donc, le certificat, il est là. Je vais aller le chercher sur dans ce fichier. Donc, j'ai généré mon certificat, mon message SOAP signé. Vous voyez, entre mon message originel et en fait le flux attendu par le service, il y a en fait cette partie en tête, si vous voulez, de l'enveloppe SOAP qui a été rajoutée par le programme. Et en fait, ça sera à la charge du développeur ou de votre éditeur de produire en fait ce flux XML basé sur le standard SOAP XML et les éléments de signature, je vous le détaille ici, je me répète parce que c'est bien détaillé dans le document, mais ce qui est important, c'est ici le digest value qui est en fait la valeur du hash de votre message qui est en dessous. Tout ce message-là, à partir de cette balise, jusqu'ici, c'est retranscrit en cette valeur beaucoup plus courte et qui va faciliter le traitement de signature, en fait. Donc, la balise signature value va contenir la signature de ce hash.
si vous voulez, par le traitement ensuite, la procédure de vérification, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va prendre votre certificat public, elle va décoder en fait cette valeur et elle doit retrouver ce hash qui est présent ici. Si ce n'est pas le cas, c'est que que le message a été modifié, donc la plateforme va rejeter votre demande. Si elle est mal signée également, et ce hash-là, la plateforme va également produire, en fait, à partir de ce message qui est ici, elle va produire de son côté le hash de ce message et vérifier que les deux informations sont identiques. Donc, voici pour la partie signature, voilà, qui est attendue par le service web. Et il y a aussi une autre balise qui est dans le standard XML des SIG, c'est la partie certificat de signature, la partie publique du certificat de signature qui a signé en fait le message. Et donc on retrouve en fait l'EDN du certificat de signature plus le certificat public au format PEM. Bon, de toute façon, c'est des termes techniques. Les intégrateurs connaissent ces informations. Il y a pour eux pas de souci. Alors, la difficulté que rencontrent les développeurs, c'est souvent que ils ne font pas attention au namespace qui a son importance. Alors, excusez-moi, je vais retrouver ces namespaces. Voilà. En fait, c'est les petits mots-clés qui sont devant les balises et qui permettent aux algorithmes de vérifier et de récupérer les informations au bon endroit. Et aussi donc tout ce qui est namespace de l'enveloppe SOAP et également le namespace spécifique à notre service web qui le consomme. Voilà. Alors, est-ce que vous avez des questions par rapport aux informations qui sont demandées dans le message de la commande? Ça vous paraît bien documenté dans le guide utilisateur des web services? En fait, on vous demande des informations classiques qui sont la gamme, l'offre, donc c'est une gamme élémentaire, c'est une offre PS puisque j'ai une carte de test pour un professionnel de santé qui a déjà les habilitations de commander en fait des certificats logiciels de type authentification ou de signature ou de confidentialité. Le champ, cette balise mail demandeur est aussi obligatoire, c'est parce qu'on envoie une notification pour indiquer qu'on a bien pris en compte votre demande de création de certificat. Donc, je ne reviens pas sur la balise CSR, j'en ai largement parlé précédemment. Donc, maintenant que j'ai mon flux signé, je vais passer à l'envoi. Alors, j'utilise Postman. C'est un outil clé en main sur étagère, mais ça ne sera pas l'outil qui sera peut-être déployé dans les officines, puisque c'est l'outil de l'éditeur qui va fournir cette fonctionnalité complètement intégrée. Donc, moi, j'ai créé un appel pour la commande et je vais ici, je ne sais pas si je peux agrandir, je vais essayer. Voilà. Donc, je sélectionne tout le contenu. Voilà. En fait, ici, vous voyez, donc j'ai paramétré
l'URL, le endpoint du service. Sur mon outil, j'ai également paramétré le certificat qui va me permettre de m'authentifier avec l'authentification TLS mutuelle au serveur. Et donc là, ici, je n'ai plus qu'à envoyer ma demande. Et si elle est bien prise en compte, j'obtiens un flux retour qui est ici, qui correspond à une enveloppe SOAP. Hop, et je vais le mettre ici. Hop. Voilà. Pour une meilleure visibilité. Donc, on me donne des informations sur le numéro de lot. Si par la suite, je veux rechercher, ça nous servira par exemple pour le suivi. Donc, le statut, il est OK. Et ce qui est important, c'est mon indice de retrait. J'ai besoin de cette information pour faire un second appel pour retirer mon certificat. Donc, je vais de ce pas dans mon message certificat, je remplace la donnée dans la balise indice retrait qui va bien. Je mets un code de révocation. En fait, ce code de révocation n'est pas le code que vous avez généré pour créer la CSR. C'est en fait un code qui va vous permettre de révoquer sur la plateforme au travers de l'interface graphique sans pouvoir vous connecter, sans avoir besoin de vous authentifier à la plateforme. Vous pouvez révoquer le certificat avec ce code-là. En fait. C'est pour ça qu'on demande à ce que vous indiquiez un code et que vous le conserviez. Ça a son utilité lors de la révocation, d'où l'intitulé code de révocation. Donc, je sauvegarde. Ensuite, le résultat va apparaître ici au même format qu'avant. Vous voyez que ici, c'était mon ancien message, puisque mon nouveau code est 480 à la fin, et ici, c'était 584. Okay. Alors, besoin d'un rafraîchissement, un instant. Voilà. Donc, hop. Mon code s'est mis à jour parce qu'en fait, j'ai signé le nouveau message. Et pareil, donc vous avez dans l'entête de l'enveloppe SOAP, donc les informations de signature, mon hash, la signature de mon hash, dans signature value, et les informations concernant l'identité de la personne qui signe, donc le certificat de signature embarqué dans la carte. Ce flux, de la même manière, je vais l'envoyer au travers de mon outil. Et donc, je fais mon post. OK. Du coup, ici, vous voyez, on a maintenant une réponse positive, tant mieux pour moi. Et donc, j'ai obtenu mon certificat public au format PEM. Donc, je vais venir ici. Je vais... Fausse manip. Je vais ici le convertir pour vous montrer. Voilà, je vais l'enregistrer. Alors, la date du jour, c'est pas grave. 7. Donc, toutes ces manips-là, vous n'aurez pas à les faire. Hein. C'est juste pour vous montrer
comment c'est fastidieux de le faire à la main. Donc, autant automatiser le plus possible. Hop. Donc, je reviens à mon retrait. C'est bon. Mon certificat, voilà. Voilà le certificat que j'ai obtenu. Vous voyez qu'il a été créé aujourd'hui. Sa date de validité démarre aujourd'hui et il est valable pour 3 ans. Donc, c'est un certificat qui est donc pour ma carte de test qui est ici, indiquée ici. Voilà. Donc là, c'est que le certificat public. Ensuite, vous avez une documentation qui est génération de la CSR, que je vous invite aussi à consulter, qui vous explique l'opération pour merger la clé privée à la clé publique obtenue par le retour de l'appel de service. Voilà. Ensuite, ce que je vous propose, c'est de faire une consultation, en fait, un suivi des cartes que ce professionnel de santé a demandé. Alors, les informations, on va dire, qui sont strictement obligatoires, c'est ces 2 balises, ces types de demandes, tout simplement parce qu'on a la possibilité d'utiliser d'autres valeurs. Je crois que le domaine de valeurs possibles, c'est demande de certificat, c'est produit et demande de révocation, pour avoir un historique de ce qui a été produit et révoqué. Ensuite, le type d'offre, toujours. Et donc, moi, je reste sur l'offre PS, puisque j'ai des habilitations implicites grâce à ma carte. Mais lorsque vous êtes administrateur technique, vous pouvez aussi choisir des offres de type organisation ou de type serveur, donc pour pouvoir commander des certificats SSL Serv, par exemple. Vous avez d'autres possibilités pour affiner donc la demande de suivi d'activité. Vous pouvez indiquer des dates de création des certificats pour justement limiter le nombre de réponses retournées. Par exemple, vous n'avez pas besoin de l'historique d'il y a 6 ans, mais vous voulez juste avoir ceux des 3 dernières années, par exemple. Donc, on peut indiquer donc cette date de création. On peut aussi, pour les administrateurs techniques, dire pour quel bénéficiaire, puisque, en fait, avec sa carte CPA, il ne va pas pouvoir commander de certificat pour les professionnels de santé à son nom. Donc, il faudra bien indiquer le bénéficiaire. Donc, dans la balise ID NAT-tiers. Mais toutes ces informations-là sont documentées dans le guide utilisateur des web services que je vous invite à vous référencer pour enrichir donc les critères de filtre sur cette demande de suivi d'activité. Donc, moi, je vais me limiter à ces 2 balises pour faire simple. Et donc, je vais ici mettre à jour le re-signer un instant. Très bien. Hop. Je repasse, je remets à jour, voilà. Alors, une chose, comme je l'ai dit, et comme Monsieur Azami l'a dit avant, vous êtes habilité sur votre propre carte, donc avec des droits, des habilitations implicites. Pour les administrateurs techniques, il faut en faire la demande et avoir l'aval
l'établissement de santé pour lequel vous gérez les certificats. Et donc, ces habilitations font que vous avez droit ou pas d'avoir accès à ces informations. Et donc, pour répondre à certaines problématiques, nous avons communiqué des flux d'exemples à des éditeurs et en fait, ils n'ont fait que reprendre le flux tel quel et ensuite, ils ont utilisé la carte du professionnel de santé pour s'authentifier sans re-signer le contenu. Et du coup, il y a eu des vérifications d'habilitation qui disent la personne qui est connectée et le flux signé ne correspondent pas, et donc cette personne authentifiée n'a pas l'habilitation de consulter l'activité du professionnel de santé qui a signé la demande de suivi d'activité. Et c'est pour ça que la plateforme renvoie une erreur. D'accord ? Donc, il faut vraiment que l'accès authentifié et le flux signé correspondent ou aient des habilitations qui vous permettent d'avoir la visibilité sur l'activité. Je ne sais pas si je me suis fait bien comprendre. Soutilla, du coup, il y a certaines questions, ouais. Enfin, vu l'heure, parce qu'on a encore un dernier petit parti qu'il faut prévoir au moins 10 minutes. Voilà. Je suis désolée, je suis obligée de... Non, c'est moi qui ai débordé. Je pensais faire plus court, mais j'ai été emporté. De toute façon, pas de souci. Pour les éditeurs qui sont vraiment intéressés par l'outil, je pense que vous pouvez prendre un rendez-vous avec l'équipe. On sera là pour vous accompagner, avec toute l'équipe de l'ANS sur les questions plus détaillées, des sujets, des points plus détaillés. Je te laisse terminer, Tia. Voilà, moi j'ai terminé, puisque j'ai fait le retrait. Si vous voulez, on peut faire la révocation, mais c'est dans le même ordre d'idées. Voilà. Pour moi, je laisse la main. Merci beaucoup, Soutia, pour la partie révocation. Je pense que on vous fournit la documentation. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à revenir vers nous. Il y a des questions qui sont posées au fur et à mesure dans l'outil. Je crois qu'on a essayé de répondre. La plupart des questions sont répondues. Alors, du coup... pour ce qui concerne la question posée par Monsieur Chevalier, là, Clément, je n'arrive pas donc à lui faire une réponse via le chat. Ah oui, la réponse a été faite donc par Yajong. Ok, c'est très bien. Je ne voyais pas, mon écran n'était pas à jour. Désolé. Ok, pas de souci. Alors, sur les questions, on va essayer de continuer de répondre. Alors, je vous propose vraiment de passer à la dernière partie de ce webinaire. C'était à la demande, suite aux demandes de certains éditeurs qui souhaitaient qu'on apporte quand même la partie, en fait, auto-homologation vis-à-vis des services INSI en cas d'utilisation des certificats de IGC Santé. Donc, on a avec nous aujourd'hui Marco de l'équipe l'accompagnement INSI qui vous fait un petit topo sur ce sujet. Alors après, s'il nous reste du temps, on reviendra sur les questions. Oui, bonjour à tous. Oui, merci Yajong, merci beaucoup. Bonjour à tous, donc Margot Buguet, effectivement, voilà, je fais partie de l'équipe d'accompagnement et déploiement de l'INS. Et puis, je vais vous parler un petit peu plus précisément de cette procédure d'auto-homologation. Alors, je veux bien qu'on passe à la diapo. Ah non, j'ai la main dessus. Ah ouais, super, parfait. Alors, du coup, peut-être pour vous préciser d'emblée, voilà, comme la présentation va être assez rapide, pour accompagner les structures, les professionnels de santé qui doivent réaliser cette procédure, on a réalisé un guide qui décrit les principales étapes à suivre avec des exemples pour être plus concret et puis pour montrer ce qui est attendu en termes d'information. Alors cette diapo, c'est juste un rappel en fait que cette procédure d'auto-homologation, elle s'inscrit dans le cadre du RGPD
La sécurisation des données de santé, c'est un enjeu qui dépasse le cadre stricto sensu de l'INS, et les établissements doivent s'organiser, ou en tout cas doivent organiser leur mise en conformité sous peine de voir leur responsabilité pénale engagée. Voilà, c'était pour rappeler ce contexte-là. Donc, plus concrètement, la procédure d'auto-homologation, qu'est-ce que c'est et à qui ça s'adresse? Donc, c'est une procédure qui est interne à la structure, au cabinet du professionnel, et qui est sous sa responsabilité. C'est une des mesures de sécurité qui est prévue dans le référentiel INS. Et bien entendu, les éditeurs sont invités à accompagner la structure, le professionnel, dans la réalisation de cette auto-homologation. Et je précise, mais Yajon, tu l'avais déjà dit, c'est uniquement pour les structures ou les professionnels qui passent par le certificat logiciel, certificat serveur. La carte CPX n'est pas concernée par cette démarche, cette procédure d'auto-homologation. Alors, la démarche, elle se décompose en 3 étapes. La première étape, c'est la réalisation d'un support documentaire qui peut prendre la forme d'un Word, d'un PowerPoint, d'une checklist. C'est au choix de la structure. Et pour les officines, il y a un formulaire dédié qui a été réalisé. Dans ce support, la structure va lister les traitements qu'elle effectue et qui impliquent l'appel au téléservice INSI, les risques identifiés pour chacun de ces traitements et les modalités prévues pour y remédier. Une fois que ce support est réalisé, la structure va pouvoir réunir une commission d'auto-homologation qui va analyser les risques identifiés et qui va rendre son avis sur la décision d'homologation de la structure. Et une fois la commission passée, il faudra que l'avis soit formalisé et joint au procès-verbal de la commission. Alors, cette démarche, elle peut être adaptée, bien entendu, au contexte local de l'acteur. Par exemple, un professionnel qui exercerait seul dans son cabinet, effectivement, la tenue d'une commission d'auto-homologation, ça n'a pas forcément beaucoup de sens. Donc, dans ce cas, on peut juste imaginer que le professionnel remplisse une petite fiche avec les informations demandées et puis la signe en guise de commission d'auto-homologation. Alors, pour entrer un petit peu plus dans le détail sur la première étape, donc qui était la réalisation du support documentaire. En gros, les informations qu'on attend, ça va être déjà d'une part de lister les applications, les logiciels qui appellent les différentes opérations du téléservice INSI, que ce soit la récupération ou la vérification. Donc, par exemple, à l'hôpital, ça va être, dans certains cas, la gamme, qui va être le référentiel d'identité, qui va appeler l'opération de récupération. Dans un labo en ville, le AGL va appeler peut-être l'ensemble des opérations. Ensuite, on va lister la structure va lister les éventuelles applications internes qui vont recevoir l'INS véhiculées par le référentiel d'identité. Donc, par exemple, un logiciel de téléconsultation pour un professionnel si celui-ci n'est pas intégré à son LGC, les logiciels métiers dans un SIH qui vont être accordés au référentiel d'identité, etc., etc. Et puis ensuite, on va préciser le planning prévisionnel de mise en conformité de ces différents logiciels qui vont appeler INSI ou vers lesquels l'INS sera propagé. Ensuite, ce qu'on attend, c'est que la structure apporte des précisions sur chacun des traitements. Donc, par exemple, pour l'ensemble des logiciels qui vont appeler le téléservice INSI, la structure va préciser les modalités d'identification électronique qui vont être utilisées, carte CPX, certificat logiciel. Donc, par exemple, si je reprends l'exemple du référentiel d'identité, on peut imaginer que l'opération de récupération, elle va être appelée avec une carte CPX, mais par contre, la vérification en masse pourra peut-être être appelée avec un certificat serveur. Bon, c'est un exemple. La structure ou le professionnel va également devoir lister les personnes qui sont habilitées à accéder au téléservice INSI et les mesures de revue de ces droits. Donc, par exemple, d'indiquer que le secrétariat médical, l'agent d'accueil, etc., a accès au téléservice INSI. La structure va également lister doit également lister les méthodes de traçabilité qui sont prévues, donc la durée de conservation des traces, etc., etc.
Une fois que ces informations-là ont été indiquées, la structure va également devoir lister les principaux risques qu'elle identifie, leur vraisemblance, leur gravité et les mesures qu'elle prévoit de mettre en œuvre pour réduire ces risques. Donc un exemple de risque, ça peut être une personne physique ou un automate qui utilise le système d'information de la structure pour récupérer massivement, via le téléservice INSEE, les INS de personnes non prises en charge ou qui sont non suivies par la structure. Un autre exemple de risque, ça peut être un professionnel qui partage son accès au téléservice INSEE par certificat logiciel avec un autre professionnel. Et dans ce cas-là, les traces de connexion et de consultation ne sont plus imputables. Face à ces risques, la structure va lister les modalités de supervision qui sont prévues pour détecter les accès indésirables aux informations d'identité des personnes. Et puis enfin, le dernier point, ça va être de prévoir la procédure à suivre en cas de suspicion de violation de données. Et là encore, on a mis un exemple dans le guide que je vous mentionnais tout à l'heure en introduction. Une fois que le support a été réalisé, donc la structure, le professionnel va pouvoir tenir la commission d'auto-homologation qui doit être réalisée dans les 2 mois suivant la mise en service de l'appel au téléservice INSEE via le certificat logiciel. Alors on a listé là sur la diapo quelques profils qui nous paraissaient pertinents, intéressants à intégrer, mais encore une fois, il est tout à fait possible d'ajuster cette liste de participants au contexte local. Et comme je le disais en introduction, pour un professionnel isolé, la signature du support ou de la fiche qu'il aura fait à l'étape précédente est largement suffisant. Et enfin, dernière étape, voilà, une fois que la commission a eu lieu, l'idée c'est qu'un procès-verbal soit dressé et signé par la structure, le professionnel, et que ce procès-verbal et le support donc réalisé à la première étape soient annexés au registre de traitement RGPD. Voilà, alors je suis allée assez rapidement. Comme je vous le disais, tout ce que je vous ai dit et puis même plus, des exemples plus précis sont rassemblés dans le guide qu'on a réalisé, qui est à destination de tous les secteurs. Et ensuite, pour terminer, donc il y a un formulaire d'auto-homologation qui a été réalisé spécifiquement pour les officines. Et dans ce cadre-là, ce qui a été demandé, c'est, comme c'est rappelé sur la diapo, que la complétion de ce formulaire, ça nécessitait un accompagnement de la part de l'éditeur. Et l'éditeur était invité à compléter la première partie qui était relative au logiciel. Et l'idée, c'est que le pharmacien complète le reste. Voilà, et je crois qu'il reste 3 minutes. Je ne sais pas si vous aviez des questions par rapport à ça ou des points sur lesquels vous souhaitiez que je revienne. N'hésitez pas en tout cas. Merci Marco. Dans le chat, je ne vois pas de questions qui concernent cette partie, mais voilà, encore une fois, n'hésitez pas, même après le webinaire, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter. Je pense que Flora, est-ce que tu peux mettre peut-être l'adresse de l'équipe dans le chat? Oui, je le mets dans le chat tout de suite. Vous avez un point de contact, donc on diffuserait du coup les questions, enfin on fera la coordination interne pour qu'on puisse répondre à l'ensemble de vos questions. Alors, pour les personnes que vous avez peut-être certaines questions qui n'ont pas pu être répondues en séance, n'hésitez pas à revenir vers nous. Je vous proposerai plutôt des échanges bilatéraux afin de mieux comprendre vos problématiques et vous accompagner si nécessaire dans l'implémentation de ce web service. Alors, il nous reste vraiment que 2 minutes. Dans ce cadre-là, en fait, j'aimerais bien savoir si vous avez d'autres sujets que vous souhaitez
l'ANS, fasse des webinaires de ce type. Vraiment par rapport à vos besoins. Dans ce cas-là, n'hésitez pas à mettre dans la question ou dans le chat. Comme ça nous permet de préparer prochainement d'autres web services, d'autres webinaires de ce type pour vous accompagner dans l'utilisation de nos produits et de nos services. Ce qui nous concerne, c'est tout ce qui est moyens d'identification électronique, comme les cartes, comme les certificats, ou bien aussi des services d'annuaire santé. Donc, voilà. Si vous avez des souhaits spécifiques, n'hésitez pas à profiter de ces 2 dernières minutes pour remettre vos souhaits. Est-ce que nous avons répondu à toutes vos questions? Je pense que 90% ont été répondus, mais peut-être quelques-uns, on n'a peut-être pas bien compris non plus vos questions, donc dans ce cas-là, n'hésitez pas. Peut-on évoquer une carte de test? Oui, bien sûr, en fait, on peut évoquer une carte de test. On a des documentations, on peut vous envoyer aussi. Révoquer un certificat lié à une carte de test, vous voulez dire? Oui, c'est possible. Et un certificat de test, oui. Oui, les produits de certification, bien sûr, on peut, c'est le principe, il faut bien qu'on puisse les révoquer. Donc, ce serait l'ASAT, si je ne dis pas de bêtises, ce serait bien via aussi la plateforme IGC Santé qu'on peut faire la révocation. En tant qu'administrateur technique, vous avez la Exactement. même. On peut faire donc la révocation via donc l'IHM ou par le web service, en fonction justement du nombre de révocations, soit en masse, soit unitairement. Voilà. OK. On va clôturer ce webinaire. Merci de votre participation. Et donc voilà, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez d'autres questions, si vous souhaitez utiliser ce web service. Merci. Bonne journée à tous.